Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h et nous allons recevoir plusieurs invités aujourd'hui, dont Monsieur Jean-François Marc d'Orville, donc, qui est sur le plateau actuellement, ainsi que Eden Amonra, qui vont nous parler de célébration équinoxale et resacralisation de Mandelot, avec différentes propositions de rencontres qui sont organisées par leur association. On viendra ensuite à parler avec Jean-Pierre Parfait, chargé de mission à l'habitat de cette journée de l'accession à la propriété et différents ateliers qui sont proposés pour vous permettre de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, avec Stéphane Choureau, chargé de développement et de la communication à l'ASFO. On reviendra sur la journée des portes ouvertes qui a eu lieu à l'ASFO, donc ce 16 mars. Ensuite, avec Nathalie Navré, donc psychologue, et Dominique Audebar, on fera aussi un retour sur une conférence organisée par l'association Pouparé, donc sur le stress, qui s'est déroulé ce 15 mars. Et avec Cécile Avio, on reviendra sur les rencontres Handidance qui auront lieu le 19 mars, ainsi qu'une masterclass. Voilà pour les invités. Au niveau des titres de l'actualité, il est question de l'arrivée donc du ministre chargé des collectivités territoriales, qui est donc de passage en Guadeloupe, qui a pu échanger avec Guy Losbar. On reviendra sur ces journées de l'innovation au lycée Bainbridge, donc l'occasion de voir tout ce qui est proposé en matière d'innovation. Avec la SICOA, on parlera du BTP et des nouveaux marchés en lien avec les entreprises du BTP. Et on va maintenant s'attarder sur la récolte de canne qui est toujours en panne. Et on va développer ce sujet tout de suite, cette crise de la canne et ses planteurs qui ne lâchent rien. L'usine est fermée jusqu'à nouvel ordre et un collectif de planteurs est toujours mobilisé. Max Morel était avec eux. On revient sur leur doléance. Nous sommes mobilisés depuis début mars par rapport au début de récolte, qu'on a fait une demande de 120 € sans richesse et personne ne nous écoute. On a eu des avancées par rapport à la grève, donc on a rendez-vous demain jeudi à 8h30 à la DAF. Lorsque j'ai vendu 1044 tonnes, j'ai touché 198 €. Où ça je vais avec? On est asphyxié. Tout est cher. Ce qu'on nous donne aujourd'hui, ce n'est pas suffisant à payer nos dettes. Donc, juger pour avoir des sous mettre dans la poche. Donc aujourd'hui, on demande les 120 €, qu'on soit payé, qu'on puisse payer nos crédits. Même pas pour la rémunération, c'est pour payer nos crédits, qu'on puisse être stable à nos dépenses et à la vente. 1 kilo de canne, ça fait 2 centimes. Lorsqu'il nous donne 20 €, non, on ne peut pas. On n'arrive pas à joindre debout. Vous ne vous rendez pas compte combien de milliers de planteurs qu'il y avait. Aujourd'hui, nous sommes à 1700 planteurs. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien. C'est les gros qui mangent les petits. On ne peut pas tenir. Grosso modo, c'est à 109 €. Mais lorsqu'on fait les calculs, moi-même personnellement, je touche 93 €. Donc je me demande les 109 € qu'ils ont dit. Sur quoi ils se basent? Parce que quelqu'un qui fait 50 tonnes de canne, je suis d'accord qu'il va gagner 109 € avec ce de neuf. Mais quelqu'un qui fait à partir de 70 tonnes, il est perdant. Donc en fin de compte aujourd'hui, produire plus pour gagner moins. Voilà, donc affaire à suivre, la récolte est toujours en suspens. On va revenir sur la visite ministérielle, donc Dominique Faure, qui est chargée des collectivités territoriales, est en visite en Guadeloupe. Elle a pu visiter, faire une rencontre justement avec les différents présidents de conseils régionaux et départementaux. Et on va revenir sur sa rencontre avec Guy Losbar.
Nous avons d'abord expliqué, Madame la ministre, le dispositif de contrat pays que nous avons mis en place. Aujourd'hui, c'est plus de 16 contrats pays et qu'il puisse y avoir une sorte de coordination avec les services de l'État. Effectivement, d'autres sujets ont été abordés, tels que l'évolution institutionnelle, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui doit amener un congrès d'ici le mois de juin. Et de manière globale, la situation des différentes communes, notamment aussi problème de continuité territoriale, puisque, comme vous voyez, il y a 2 élus désirables de Terre de Bas qui sont ici avec nous ce soir. Donc, ce sont donc des problèmes très importants pour la Guadeloupe. Monsieur le Président m'a demandé que l'État, en la personne de Monsieur le Préfet, accompagne par des dotations ces projets de communes, parce que si nous y venons ensemble, État, région et département, eh bien les maires sont heureux et les citoyens aussi, les Guadeloupéens aussi, parce qu'ils voient des infrastructures construites assez rapidement. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on va aussi, mais ce n'est pas le précaré du département, mais se mettre en ordre de marche pour aller chercher des fonds européens pour toujours plus de financement pour les projets de nos communes. Ensuite, dire que le sujet de la continuité territoriale est un sujet sur lequel le département a raison de dire à quel point c'est important. Voilà, la Guadeloupe est un archipel et cette continuité territoriale, on doit, avec monsieur le préfet et avec le département, mais aussi avec la région, on en a parlé un petit peu plus tôt aussi, véritablement faire en sorte qu'il y ait un vrai service public pour permettre aux habitants de ces îles de se rendre chez vous ici, à Basse-Terre. Donc voilà, c'était une bonne séance de travail. Pas de demande concrète avec des solutions concrètes attendues tout de suite, mais une prise de contact constructive, positive, qui va nous permettre de poursuivre cette action qui est conduite pour les maires, mais au service des concitoyens. Je veux véritablement qu'on s'adapte aux spécificités des Guadeloupéens, et ça, c'est par un travail partenarial avec les collectivités locales qu'on y arrivera. Nous sommes dans cette démarche de construction, donc c'était important qu'on puisse exposer ces différents problèmes, et il appartiendra à Madame la ministre de pouvoir apporter les réponses nécessaires. Voilà, donc la ministre est en déplacement en Guadeloupe jusqu'à demain. Il est prévu une rencontre avec les élus du territoire ainsi que une rencontre avec les habitants et commerçants sur Basse-Terre. On reviendra donc sur sa visite. Et maintenant, on va enchaîner avec nos premiers invités. Donc Jean-François Marc d'Orville, donc docteur en mécanique des fluides de l'Université de Bretagne. Bonjour. Et Eden Amandra, donc chercheur autodidacte indépendant. Et vous venez nous parler de la célébration équinoxale et resacralisation de Mandlo. Est-ce qu'on peut déjà définir en quoi cela consiste? Bonjour. Bonjour à vous, très chers frères auditeurs. Merci à Canal 10 de nous recevoir sur ce plateau. Cet événement consiste à nous permettre de pouvoir redéfinir qu'est-ce que la vie, quelle est l'entité dépositaire de la vie et aussi comment elle prend soin de nous. Et aujourd'hui, confronté à un ensemble de défis majeurs tels que les pollutions et autres, eh bien, nous avons une responsabilité commune envers cette entité qu'on appelle eau, mais aussi qui s'appelle, on définit aussi en tant que maman de l'eau, mais jadis dans les archives archéologiques de nos ancêtres, notamment liées à la terre de Kama qu'on appelle Égypte, eh bien, il avait un autre nom où on le définissait en tant que le Noun primordial ou aussi en tant que la déesse Tefnut. Mais étant victime de coup d'État, de renversement et de protectorat d'assujettissement, nos ancêtres depuis 2549 ans, eh bien, nous, leurs descendants aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes complètement déconnectés non seulement de la vraie définition des entités qui nous ont donné la vie, mais on ne sait plus comment la vie fonctionne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des problématiques telles que les problématiques liées à l'eau, telles que les pollutions, telles que le chômage, la délinquance, les guerres et autres. Et on se demande une question: où va notre monde et pourquoi tout cela? Et nous, moi, en tant que chercheur, mes travaux se portent sur la survie des espèces face aux enjeux d'extinction de masse.
et dont la réponse à toutes ces questions, je les trouve à travers les testaments cosmogoniques de l'Égypte pharaonique, et où on nous révèle qu'à l'origine, il y a un créateur qui s'appelle Amon-Ra, dont les testaments de la Bible, le Coran et autres n'en parlent pas, mais c'est spécifique à l'Égypte pharaonique. Et ce créateur nous dit que lui, avant toute chose, avant sa naissance, était l'eau. Mais l'eau ne se définit pas. L'eau est un terme contemporain, mais lui dit cette entité s'appelle le Noun primordial. Et il dit que lui, il est né du ventre de Noun et que c'est à partir de Noun qu'il a engendré toute chose. Donc il veut dire que l'eau, conformément au testament de ce créateur, est la première entité engendrée avant même l'univers et toute chose, et que lui, il a pris naissance à partir de cette entité, et c'est à partir de cette entité que toute chose existe. Donc d'où pourquoi aujourd'hui, à l'échelle de notre planète, il faut savoir que toute forme de vie biologique que nous voyons sont les progénitures de l'eau. C'est pour ça souvent on dit eau, source de vie, mais normalement on devrait dire eau, mère de toute forme de vie ou arbre de vie. Et cette notion d'arbre de vie, elle est fondamentalement sacrée parce qu'il y avait une tradition qui était liée à cette entité en tant qu'arbre de vie et qui est de nos jours repris à travers la notion de arbre de Noël, où on dit l'arbre de Noël, la fête de la nativité. Donc cette notion de fête de la nativité, il faut savoir la seule science qui a le pouvoir d'enfanter la vie, c'est l'eau. Quel que soit le règne végétal, animal, minéral, nous sommes tous les progénitures de l'eau. Et le processus de resacralisation vise à redonner à maman de l'eau, qui demeure l'entité contemporainement appelée eau, ses lettres de noblesse, mais aussi surtout remettre à jour sa carte d'identité, à savoir qui elle est, quelle est sa fonction dans notre existence, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc en fait, bon, quand même l'eau c'est un sujet très important en Guadeloupe, d'autant plus. Là aujourd'hui c'est l'équinoxe, donc vous avez marqué sur votre flyer un portail énergétique et la journée que vous avez choisie, donc du 22 mars, c'est la journée de l'eau, c'est volontaire du coup? Non, c'est pas volontaire. Justement, nous avons, comment je vais dire, nous n'avons pas été surpris puisque j'ai vécu en Afrique et en Afrique j'avais déjà observé ça, mais j'avais perdu ça de mémoire. Et comme pour cette 4e édition, parce que depuis mon retour du continent, nous avons entrepris la célébration du Nouvel An, parce qu'il faut savoir que la notion de Nouvel An est liée à un cycle énergétique, et c'est quand il y a ce renouveau énergétique que la notion de Nouvel An prend sa pleine légitimité. Il faut savoir que le 10 Nouvel An que nous célébrons au 1er janvier est scientifiquement illégitime du fait qu'il n'y a aucun cycle qui s'effectue au 1er janvier. Et à savoir le calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien civil que nous observons, elle a été établie par les Romains lors du concile de Nicée en 325. Et c'est à partir, ce concile s'est établi pour pouvoir effacer les savoirs de nos ancêtres qui viennent de la terre de Kama qu'on appelle Égypte pharaonique, pour pouvoir établir leur nouvel ordre mondial à partir duquel tout le monde allait être soumis. Et c'est à partir de ce nouvel ordre mondial que nous suivons aujourd'hui. On dit on est en 2024, mais si nous revenons sur la base de la notion de calendrier, il faut savoir que un calendrier, nos ancêtres sont les dépositaires de la propriété intellectuelle de l'invention de la notion de calendrier et ont conçu cet outil en tant qu'observatoire des cycles énergétiques dont les équinoxes demeurent un fondement. Donc à travers cette célébration équinoxale, il s'agit pour nous de revenir sur ce principe, d'accord, de respiration de la planète avec le cosmos pour pouvoir fonder tous nos vœux meilleurs pour un renouveau énergétique. Donc là, en fait, vous organisez du coup une table ronde. Donc, Monsieur Dorville sera l'un des intervenants. Quels sont les objectifs de cette table ronde? Alors, comme cela a été évoqué, l'eau a une place primordiale dans la vie, puisqu'on est constitué en grande partie d'eau. Nos activités tournent autour de l'eau et nous utilisons l'eau à tout moment de la journée pour nous nettoyer, pour nous laver, pour pouvoir effectuer énormément de tâches pour le transport. Donc la perception de l'eau que l'on a actuellement est une perception certainement trop occidentale et trop, on va dire, pas scientifique, mais trop technique. C'est-à-dire qu'on ne prête pas suffisamment attention de l'utilité et de la manière dont on devrait respecter l'eau. Donc la table ronde devra en particulier permettre de faire remonter des idées, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de percevoir l'eau pour pouvoir mieux la protéger.
On est tous conscients en Guadeloupe de l'importance de l'eau et des difficultés d'avoir accès à l'eau. Et maintenant, de plus en plus, d'avoir des difficultés à régénérer l'eau. Parce qu'on a de plus en plus de problèmes à ce niveau-là. Donc c'est aussi une occasion de remettre sur la table toutes ces problématiques-là, avec une vision scientifique, mais aussi une vision spirituelle. Donc, j'entends bien la vision spirituelle et sacrée de l'eau. Et justement, est-ce que vous pensez pouvoir apporter des réflexions autour d'une meilleure gestion de l'eau en Guadeloupe, je parle. C'est bien l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir déjà, premièrement, présenter aux participants et à l'audience la situation actuelle, faire, on va dire, une sorte un état des lieux de la situation, et leur demander de proposer des solutions et de voter pour des résolutions qui permettraient d'améliorer les choses. Parce qu'en fait, on est dans une situation où la gestion de l'eau est malheureusement trop technique. On a eu la nomination d'un sous-préfet dédié à la problématique eau. Ça n'a pas de sens. C'est le peuple, les personnes, les acteurs qui doivent se soucier de l'eau et se soucier de l'attention et je vais dire de l'amour qu'ils peuvent avoir pour l'eau. D'accord. Je vois qu'il y a plusieurs intervenants du coup durant cette table ronde. Raymond Houteau, donc qui est docteur en ethnologie. On a Jean-Marie Flower, donc en écologie, docteur en écologie, des chercheurs, des exploitants agricoles en fait. Est-ce que du coup ce panel d'intervenants pour vous ce serait une manière de vraiment sensibiliser les gens qui viendront à une autre perspective autour de l'eau? C'est exactement ça. Ça permettra d'avoir une vision globale. Et en plus, parce qu'en addition de la table ronde, il y aura une partie qui va ressembler un peu plus à une forme de parlement, où on va demander justement aux participants de donner leur avis, de prendre position sur des solutions à appliquer, sur des actions communes qui pourraient être effectuées au cours de l'année. Par rapport à ça, justement, quels sont pour vous les défis majeurs auxquels on devra faire face en Guadeloupe par rapport à l'eau? Alors, les défis majeurs, c'est le défi du traitement de l'eau. Trop souvent, on utilise l'eau en pensant qu'elle va nous laver, elle va nous débarrasser d'un certain nombre de pollutions, de déchets, mais on oublie qu'il faut aussi la dépolluer, il faut aussi la traiter, la régénérer. Et donc, parmi les défis, c'est ça. Mais pour pouvoir régénérer une eau, pouvoir la traiter correctement, il faut avant tout être dans une forme de respect. De respect dans le sens où on ne peut pas juste se dire que je vais appliquer une méthode chimique ou une méthode industrielle pour pouvoir traiter mon eau sans me soucier des effets. Alors, Eden parlait de la notion de cycle énergétique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de cycle énergétique, ce n'est pas juste quelque chose de purement spirituel. Vous avez, la Lune qui tourne autour de la Terre en 28 jours. Et bien, pendant ce cycle-là, vous avez des variations. Vous n'allez pas ressentir les mêmes choses en début ou en fin de cycle. La rotation de la Terre autour du Soleil, c'est la même chose. On va rentrer dans un nouveau cycle et on va passer par des étapes où on va recevoir plus de lumière, plus de chaleur, donc on aura plus d'énergie avant de retomber dans la partie un peu plus sombre où on aura moins de chaleur, moins d'énergie. Donc cette notion de cycle, elle est vraiment très importante et elle permet de vivre en harmonie. La même chose pour l'eau, il faut que nos actions autour de l'eau nous permettent de vraiment revivre en harmonie avec l'eau. On ne peut pas juste se dire que j'ai des eaux usées, je vais les envoyer à la mer sans penser à quel chemin serait le plus pratique pour que l'eau puisse se régénérer. Est-ce qu'il ne faut pas que l'eau passe à travers des champs de plantes pour pouvoir qu'une partie de la pollution soit absorbée? C'est tout ça qu'il faut revoir, qu'il faut repenser, mais ça ne peut pas venir du dessus, ça doit venir du peuple. Ce sont les individus, les usagers qui doivent prendre leurs responsabilités pour demander des modifications. Du coup, c'est des méthodes dont vous allez parler, de comment épurer l'eau de façon un peu plus consciente? Oui, éventuellement, l'épuration de l'eau de façon scientifique à partir d'outils que nous possédons sur le territoire, parce qu'il y a des plantes qui ont le pouvoir de purifier l'eau. Il y a aussi des traditions qui permettent aussi de purifier l'eau, et notamment liées à ce cycle, parce que je vais revenir à cette question de la célébration de l'arbre de Noël. Dans la tradition, nous célébrons l'arbre de vie. Nous célébrons l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité qui nous a donné la vie, et nous devons, en tant que progéniture, un retour à cette entité, voyez-vous, parce que son identité est celle
d'une mère qui prend soin de ses enfants. Et nous savons pertinemment, à titre d'exemple, quand vient la fête des mères, nos mamans sont contentes, on lui retourne l'amour, l'attention que nous avons pour elles. Il en est de même pour cette entité, parce que l'intelligence que nous avons, la mémoire, la physionomie dont nous avons, tout ce que nous voyons de beau et de merveilleux manifesté tant à travers le règne végétal, minéral et autres, c'est cette entité qui les a engendrés. Et c'est une mère, sa première fonction, c'est de procréer la vie. Et elle ne procrée la vie que par la loi de la procréation. Donc nous sommes, en tant que progéniture, des autoprocréés, et la seule entité, et dans tout l'univers qui a le pouvoir d'engendrer la vie et toute forme de science, c'est l'entité eau. Donc dans la célébration de l'arbre de vie, nous devons, à l'équinoxe, revenir vers cette entité avec des musiques, des traditions, des rituels de Normands, de célébrations et autres, pour permettre que l'amour, parce que l'amour dont nous avons les uns les autres, c'est elle qui nous le donne d'abord, parce qu'au même titre qu'un arbre qui porte ses fruits, par exemple, si on prend la mangue, elle est belle, elle est jolie, mais la mangue n'est pas mangue par elle-même. C'est à cause du manguier qui lui donne tous ses attributs. Aussi, tous les attributs que nous avons, et notamment le rôle que joue une mère auprès de sa progéniture, que l'on sait combien sacré, c'est ce même rôle que cette entité joue à notre endroit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation qui nous a coupé de ce savoir, qui nous a coupé des traditions intrinsèques à la régénération de cette entité, parce que cette entité a besoin de savoir que nous l'aimons, nous savons qui elle est et quel est le rôle qu'elle joue auprès de nous. Mais aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, elle ne reçoit plus cette énergie, et qui fait qu'elle continue certes sa fonction, mais elle a besoin de notre amour pour pouvoir la régénérer. C'est pour ça, à travers ce nouvel an équinoxial, nous prévoyons une resacralisation de Maman de l'eau, notamment avec des tambours que nous appelons les tambours équinoxiaux. Nous appelons tous les tambouillés à venir, et partout là où ils sont, s'ils ne peuvent pas venir à la rivière rouge de Saint-Claude, au bord des eaux, de faire sonner le cas, de faire sonner le coq à l'ambi à l'endroit de Maman de l'eau pour lui dire merci pour la vie, merci pour tout ce qu'elle fait. Parce que quand les saisons aussi pluvieuses se réalisent, qui est un cycle énergétique, c'est grâce à cette saison pluvieuse que nous avons la production agricole. Donc la vie est une science qui est régie par la divinité de l'eau, et dont nous invitons tout un chacun à honorer à travers ce nouvel an équinoxial. Alors, juste une dernière question rapide, avec une réponse rapide. Juste, comment vous envisagez de mobiliser justement à partir de tout ce que vous allez ressortir de cette table ronde, mobiliser les autorités locales, comment ça peut permettre une initiative et soutenir justement le problème de l'eau en Guadeloupe? Justement, je vais être court pour laisser aussi au docteur intervenir. L'ensemble des participants à cette table ronde auront cette responsabilité, puisque nous avons pour objectif d'établir une convention, une charte de responsabilité citoyenne, du fait que les autorités compétentes jusqu'à aujourd'hui sont silencieuses par rapport à ces enjeux liés à l'eau qui est menacée de pollution du fait d'un ensemble de déjections. Donc cette table ronde aura pour but de définir les mesures d'état d'urgence qui s'imposent tant à l'endroit des populations que des autorités, afin de pouvoir maintenant établir cette feuille de route pour que les institutions en charge puissent répondre. Si le docteur peut compléter. Je dirais que mot, l'exemple. Ok, super sympa comme mot. Non, alors juste au niveau du programme, pour revenir, c'est pour les gens qui sont intéressés à vous rejoindre. Donc il y a des manifestations à partir du 22 mars, donc jusqu'au dimanche. La table ronde, c'est le samedi, donc c'est ce samedi au centre Émile Nasuta, donc ça c'est Pointe-à-Pitre. Et vous avez parlé du temps sacré autour de l'eau, donc ça va être sur Saint-Claude, Rivière-Rouge. Vous avez toutes les informations qui sont à l'écran. Un numéro de téléphone pour vous joindre. C'est le 84 20 10 et 54 81 15. Ok. Voilà, donc toutes les informations, vous pourrez après revenir pour nous donner un peu, faire un retour. Nous souhaitons que Canal 10 puisse couvrir l'événement, et notamment cette table ronde, d'être là en direct aussi, si je peux dire, pour pouvoir relayer l'information. Parce qu'il s'agit pour nous, cette initiative, elle est purement citoyenne. Il n'y a aucun politique qui est intégré dedans. Ce sont les citoyens qui ont voulu se réunir et dire qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir montrer que nous sommes responsables de notre devenir, et nous sommes engagés à cela. Et nous remercions tous ceux qui ont contribué à
établir cette initiative et notamment IRESO, Habitat et Dr Jean-François Dorville, Jean-Marie Florent, Sylvain Louis et autres, Madame Rosidi Rakim, Raymond, il y aura plein de gens à citer. Voilà, sans lesquels cette table ronde n'aurait pas pu être possible. Bonne continuation en tout cas et merci d'être venu pour nous parler de ce sujet important et justement on reviendra sûrement sur tout ça par la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. On va enchaîner avec notre première pause publicitaire et revenir tout à l'heure avec Monsieur Jean-Pierre Parfait. On parlera d'accession à la propriété. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau du ZCL et on va recevoir tout à l'heure donc Jean-Pierre Parfait qui est chargé de mission à l'habitat à la CANGT. On parlera d'accession à la propriété, une journée et des ateliers qui sont proposés. Bonjour. Bonjour. Et avec Stéphane Chouron, on parlera de l'assaut des journées portes ouvertes qui ont eu lieu donc le 15. Le 16 mars, voilà. On va revenir sur l'actualité. Justement, il est question d'innovation au lycée Bainbridge, une journée d'innovation académique qui s'est tenue donc ce mercredi au lycée Bainbridge, présidée par Madame la rectrice, qui constitue un temps fort pour la région académique. C'est pour mettre en lumière justement les actions innovantes, mutualiser les pratiques par des échanges avec un regard croisé sur la recherche. Différents temps forts ont été pendant cette journée et on va voir justement un reportage de Solène Fèvre. C'est la journée de l'innovation. Le terme innovation veut tout dire. C'est à la fois pouvoir entendre la réflexion des terrains, une réflexion qui très certainement n'est pas encore éprouvée et c'est la raison pour laquelle on peut parler d'innovation. Alors l'innovation a pour mission de se faire connaître de façon à ce qu'il y ait d'autres équipes pédagogiques qui puissent peut-être faire de même. Nous sommes le projet Mangrove Bleu. Pourquoi on s'appelle ainsi? Car on travaille sur la mangrove et bleu car la mangrove est un puits de carbone bleu qui est le carbone stocké dans les écosystèmes côtiers comme la mangrove et les océans. On voit la mangrove de façon négative. On pense que ça sent mauvais, que ça ne sert à rien, donc on la détruit comme ça. Et nous, ce qu'on veut viser, c'est montrer qu'au contraire, ça a beaucoup d'utilité, qu'il faudrait apprendre à la protéger et la respecter. Nous avons mis en place un Handyscape Game. Donc ce Handyscape Game, il a deux vocations. D'abord, sensibiliser au handicap invisible et ensuite réviser tout ce qui est scolaire à travers un jeu virtuel. Et après, on a également, par exemple, créé une clé USB qui peut être utilisée dans n'importe quelle classe pour pouvoir jouer. C'est vraiment impressionnant ce qui a été réalisé par les équipes éducatives, par les élèves. Et il y a ensuite le meilleur projet qui est remonté aussi au niveau national avec des journées nationales de l'innovation. Donc je suis très confiante par rapport aux résultats de l'académie à venir parce que j'ai été vraiment impressionnée par le travail réalisé. Moi je trouve que c'est bien, comme ça on peut viser un peu plus de monde pour nos projets, tous les projets. Ça permet un lien social, on va dire, comme ça on rencontre d'autres personnes, on voit ce que les personnes ont fait, ce que du coup nous on peut faire en fonction de leur projet. Quand je vois les élèves qui s'engagent, ça correspond vraiment à l'idée que je me fais d'eux, à savoir des élèves acteurs de leurs apprentissages, acteurs aussi de leur parcours et en même temps des ambassadeurs puisqu'ils viennent en soutien sur des actions autour du climat scolaire, autour des apprentissages et ils travaillent pour les autres. Donc c'est vraiment une très belle image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Bravo. Voilà, une journée sur l'innovation qui met en lumière des pratiques innovantes pour nos élèves. On va parler BTP avec la SICOA. SICOA qui propose de nouveaux marchés pour les entreprises. On voit un reportage justement de Charlie Dagonia qui s'est rendu lors d'une rencontre autour de 130 professionnels du BTP qui ont participé à cette rencontre. Alors l'objectif pour nous de rencontrer les entrepreneurs, c'est de redorer le dialogue entre les bailleurs que nous sommes, maîtres d'ouvrage, et le monde du BTP, c'est-à-dire tous les acteurs du BTP, à la fois les concepteurs via les maîtrises d'œuvre, les fonctions support, c'est-à-dire les bureaux de contrôle technique par exemple, ou les OPC, et évidemment les acteurs que sont les entreprises. Régulièrement, nous avons un carnet de commandes très rempli
Nous avons du développement en termes de logements neufs à réaliser. Nous avons beaucoup de réhabilitation à réaliser, près de 800 réhabilitations par année. Nous avons 169 logements à construire au cours de 2024. Et puis nous avons un volet d'investissement de l'ordre près de 6 millions en termes de maintenance des logements. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est pouvoir avoir des entreprises aujourd'hui qui puissent répondre aux appels d'offres. Toutes nos appels d'offres se relèvent aujourd'hui infructueuses. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire venir les entreprises, les sensibiliser et qu'eux, maintenant, ils puissent s'organiser pour pouvoir répondre à la commande publique parce que notre objectif, c'est de répondre aux besoins de nos locataires et puis de produire des logements pour la population. Alors, en tant qu'entreprise antillaise, à suivre le courant de l'évolution des choses, s'informer et de se former afin de répondre aux appels d'offres qui sortent en ce moment. C'est pour ça qu'il est aussi bien d'aller dans ce genre de rencontres afin qu'ils puissent aussi nous orienter sur la manière qu'on pourrait accéder à ces marchés afin d'y répondre en toute simplicité. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment démarrer les opérations et livrer les opérations pour la satisfaction de nos locataires. On a un gros programme de réhabilitation et de construction neuve. Malheureusement, aujourd'hui, on a pas mal d'appels d'offres infructueux. Et aujourd'hui, on a besoin de redorer ce dialogue dans le contexte financier compliqué qu'on connaît. On a une problématique de vieillissement au niveau de la Guadeloupe, c'est de pouvoir réadapter ces logements-là pour nos aînés parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on réponde à cette demande-là, du vieillissement de la population, et puis aussi construire des logements qui vont permettre à des jeunes Guadeloupéens qui veulent revenir en Guadeloupe d'être propriétaires de leur logement. Donc vous voyez un petit peu la logique de SICOA, elle est vertueuse, c'est-à-dire, bon, je rentre dans un logement social, j'y habite, j'achète mon logement, je suis propriétaire. Voilà, on va rester dans le bâtiment et enchaîner donc avec Monsieur Jean-Pierre Parfait qui est chargé de mission à l'habitat à la CANGT. Il vient de nous parler justement d'une journée d'accession à la propriété. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette journée? Alors, cette journée s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'accession à la propriété organisée par la NIL au niveau national et relayée par la DIL Guadeloupe. D'accord. Donc le 22, de 9h à 16h à la médiathèque du Moule. Donc, nous déclinons par atelier toute une série de séquences à vocation, à destination, je dirais, d'une acquisition, mais dans l'ancien. D'accord. Pourquoi avoir choisi cette thématique de l'ancien? Cette thématique de l'ancien, parce qu'aujourd'hui, avec l'actualité et les taux d'intérêt, il est de plus en plus difficile pour un ménage de se porter acquéreur dans le neuf. Alors, l'idée... Parce que c'est cher. C'est cher. Et d'autre part, je dirais, au-delà de cette cherté, nous avons sur notre territoire plus de 5000 logements vacants à construire, à acheter ou à démolir. Et l'idée, c'est de dire, mais on fait du développement circulaire. Des anciens ont construit, leurs enfants n'ont peut-être plus besoin de ces logements ou ont d'autres projets. Pourquoi ne pas mettre en lien des personnes qui peuvent être vendeurs et des personnes qui peuvent acheter? Le directeur de la SICOA parlait de parcours résidentiel, mais un des parcours résidentiels, effectivement, ça peut être, au lieu d'acheter dans le neuf, d'acheter dans l'ancien et dans les centres-bourgs. L'autre problématique également, c'est qu'on a un grand volume de logements fermés dans les centres-bourgs, dans Grande Terre, c'est-à-dire Anse-Bertrand, Petit Canal, Port-Louis, Mornalo et Le Moule. Donc l'idée, c'est de dire, ben, on a du logement fermé, il y a des personnes qui souhaitent acheter, les centres-bourgs offrent une certaine qualité de vie, pourquoi ne pas les mettre en connexion? Ça permettrait justement de travailler sur les zones un peu désertiques, on va dire, les zones qui sont moins peuplées et aussi proposer à moindre coût, ou bien est-ce que c'est le contexte économique avec les prix qui sont flambants? Les deux. Les deux. Oui. De toute façon, en Guadeloupe, d'une façon générale, nous avons un problème de patrimoine à gérer. Oui. Le centre-bourg, que ce soit à Pointe-à-Pitre ou dans le centre-bourg, on voit qu'il y a beaucoup de logements qui sont fermés. Or, il y a une demande de logement. Il y a un problème, je dirais. Il y a un moment, il faut être capable de se dire, on peut construire dans le neuf. Qui dit construire dans le neuf, ça veut dire qu'il faut déboiser, raser,
Or, on a dans les centres-bourgs, on a des logements qui sont fermés. Et ben, il faut pouvoir les utiliser. Alors, il faut les adapter. De la problématique de cette journée, on conseille l'acquisition, on accompagne par un architecte qui émet un avis pour les prescriptions, pour regarder est-ce que le bâtiment qui sera acheté, est-ce qu'il est viable ou pas, est-ce qu'il répond aux normes ou pas. C'est permis aux normes. On fait une mise aux normes avec le SAIE pour tout ce qui est rénovation énergétique. Et parallèlement à ça, on fait venir un cadre bancaire qui conseille. Puisqu'on peut pas, on se lève pas d'un jour au lendemain pour dire, ben, je veux acheter, ça se prépare. Bien sûr. Ça se prépare pendant les prospections, ça se prépare bien avant pour l'épargne. Après, quand on met en place le prêt, la période de transition, l'achat, les travaux, les conseils, un crédit, son engagement à long terme, comment on fait pour le gérer. Et dans l'après-midi, on reçoit également un agent immobilier qui va expliquer à la population les relations et le service que peut apporter ce type de structure dans le cadre d'acquisition de l'ancien. Donc là, vous accompagnez vraiment tous les futurs acquéreurs. On crée les conditions de l'accompagnement. Voilà. Et parallèlement à ça, alors, tout le centre-bourg, au niveau de la CNGT, nous avons signé avec l'État ce qu'on appelle une ORT, Opération de revitalisation des territoires, qui tend à inciter la population à réinvestir les centres-bourgs, alors que ce soit en résidentiel pour les habitants, mais également que ça se décline par un volet économique. Donc voilà, c'est des programmes qui sont spécifiques et cette journée en fait s'inscrit donc dans la semaine, vous l'avez dit, d'acquisition à la propriété. D'accession à la propriété. Voilà, donc est-ce qu'il y a une seule date ou bien est-ce que vous allez proposer d'autres dates justement pour les gens qui ne peuvent pas venir, par exemple le 22 mars? Ils viennent. Ils n'ont pas le choix, ok. Ils viennent, bon, de toute façon là c'est de 9h à 16h. Ok. Après, de toute façon, il y aura peut-être d'autres événements, mais pour l'instant, soyons focus. Le 22 mars, ça se passe au Moule. Okay. Vous avez un projet, vous posez des questions d'acquisition de l'ancien, de l'honneur Grande Terre. Il faut venir à cette manifestation. D'accord. Donc, comment on s'inscrit justement à cette manifestation? On n'a pas s'inscrire, c'est ouvert. C'est ouvert. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Même si on a juste l'idée d'accession, on vient quand même. Même si, voilà, on n'a pas forcément tout le dossier monté, etc. Du moment qu'on a un projet d'acquisition, ou de vendre aussi, peut-être. On peut être propriétaire de biens d'un centre-bourg. Ben, la vente fait partie de la gestion du patrimoine. Hein. Donc, on vient, on écoute, on pose des questions. Il y aura après des entretiens individuels, quelques entretiens individuels. On peut prendre des rendez-vous pour concrétiser un projet. D'accord. Donc après, ce sera l'occasion d'avoir toutes les informations vraiment spécifiques pour les personnes, pour leur dossier, pour leur avancée personnelle. Tout à fait. D'accord, donc on a dit 22 mars, médiathèque du Moule à partir de 9h. De 9h à 16h. 9h à 16h, pas besoin de s'inscrire, il faut venir. Tout à fait. Voilà, c'est le résumé. Merci beaucoup en tout cas. On va enchaîner donc avec Monsieur Choureau donc, de l'ASFO et on va revenir sur cette journée du 16 mars qui a eu lieu, une journée porte ouverte à l'ASFO. Alors comment s'est passée cette journée? Alors écoutez, cette journée s'est très bien passée. On a eu l'opportunité d'accueillir à peu près 130 étudiants. Des lycéens principalement qui voulaient prendre des informations sur nos différentes formations, sur nos différents parcours, puisqu'en fait en termes d'organisation générale, donc on a beaucoup fonctionné sous forme de métiers relatifs à une filière. Par exemple, les métiers du management, les métiers des ressources humaines, les métiers de la comptabilité, les métiers du commerce, etc. De façon à pouvoir permettre aux étudiants de comprendre un parcours d'études, donc un cheminement d'études. Donc, par exemple, un étudiant qui commence sur un BTS management commercial opérationnel chez nous peut ensuite faire une licence pro métier du marketing opérationnel et ensuite s'orienter vers un master management et commerce international. Donc il y a une vraie possibilité de continuité d'études en fait. Et on a aussi présenté les différents avantages de l'ASFO, notamment au travers des voyages d'études qu'organise l'ASFO pour ses filières. Donc on a eu l'opportunité d'en réaliser sur Trinidad, sur la Côte d'Ivoire, sur Miami et entre autres.
et présenter un peu cette approche qu'on a de la jeunesse. Combien de filières, quelles sont les principales filières que vous avez à l'ASFO? Alors, on a 14 formations différentes allant du BTS du Bac plus 2 au Bac plus 5. Donc, on a notamment le BTS MCO qui est une filière très, très connue en fait. Le BTS négociation et digitalisation de la relation client, le BTS GPME, le BTS support à l'action managériale, comptabilité gestion, etc. Donc, et on a aussi toutes les continuités d'études relatives à ces formations. Donc vraiment toutes les options possibles pour rester sur le territoire et progresser et aller aussi à la fois dans la Caraïbe, puisque vous avez parlé de Trinidad, et à l'international. Est-ce que vous avez de nouvelles formations prévues? Oui, bien sûr. Alors donc sur cette rentrée à venir, on a 4 nouvelles formations à venir. Donc notamment le BTS CCST, donc conseil et commercialisation de solutions techniques. Donc c'est l'ancien BTS technico-commercial. On a la licence métier du marketing opérationnel qui sera orientée marketing-vente. On a le diplôme comptabilité-gestion, donc le DCG, qui est une formation qui est très connue sur la comptabilité. Et on aura aussi un MBA en ressources humaines qui permettra de développer les compétences pour les étudiants qui sont en licence ressources humaines et qui souhaitent approfondir. Vous avez plus d'étudiants dans quelle filière du coup? Alors, c'est vrai que la filière, tout ce qui est marketing, commerce, il y a beaucoup plus de demandes sur ce type de filière. Mais après, on a de la demande, on a des étudiants sur un peu toutes les filières. Donc, c'est plutôt réparti de manière équitable, que ce soit sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est comptabilité, gestion ou le management aussi. D'accord. Et vous avez d'autres manifestations prévues? Oui, alors on a une organisation pour les jeunes, donc de 16 à 22 ans, qui va avoir lieu le 6 avril. Donc là, c'est une manifestation un peu atypique. Donc ce sera le Youth Bootcamp. Donc le but, c'est de permettre aux jeunes, justement, sur la base d'un parcours sportif, de s'intéresser aussi à leur formation professionnelle et à leur savoir-faire et au développement personnel. Donc on va avoir des ateliers, en plus de l'aspect sportif, qui seront réalisés avec des coachs en développement personnel, des responsables ressources humaines, etc. Donc voilà, c'est vraiment une approche globale et puis c'est complètement gratuit. L'inscription se fait sur Bizouk. Les jeunes connaissent. Non, les moins jeunes aussi. Les moins jeunes aussi. Les moins jeunes aussi. Donc l'inscription se fait sur Bizouk, c'est complètement gratuit et donc il y aura beaucoup de lots à gagner. C'est très intéressant. Et du coup, le 6 avril, donc c'est à Goyave, c'est ça? C'est à Goyave, c'est au Jardin d'eau de Goyave. Ok, voilà. Donc à la fois sport, mais développement personnel aussi, voilà. Donc, et formation. Exactement, c'est ça. Donc c'est l'opportunité pour les jeunes de s'intéresser à tout ce qui est savoir-faire, savoir-être, donc ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est voilà. Très à la mode aussi. Voilà, c'est très important aussi pour l'avenir et le travail. Pour bien réussir leur orientation scolaire. Exactement. Voilà. En tout cas, merci. Je suppose que vous reviendrez pour nous parler de cet événement et nous faire un retour aussi par la suite. C'est ça. Très bien, en tout cas, donc on a noté, on peut s'inscrire déjà ou bien? Oui, alors l'inscription est déjà possible sur Bizouk, donc il suffit d'aller sur Bizouk et de taper Youth Bootcamp ou Bootcamp, faire la recherche et vous trouverez directement la manifestation avec le visuel qui correspond. Inscription gratuite, donc 16-22 ans, donc vraiment n'hésitez pas à aller sur bizouk.com pour pouvoir vous inscrire le 6 avril. Alors, en plus, ce sont les vacances scolaires. En plus, ce sont les vacances donc, scolaires. Donc aucune raison de ne pas y aller. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Monsieur Chougo. Et on va faire notre deuxième pause publicitaire. On va revenir tout à l'heure pour parler de l'association Pouparé qui faisait une conférence sur le stress. Donc, ça a eu lieu le 15 mars et on parlera d'Andidance, donc pour une rencontre qui aura lieu qui a eu lieu hier, donc le 19 mars, et une masterclass qui aura lieu le 21 spécifique pour l'Andidance. À tout à l'heure. Voilà, donc troisième partie du ZCL, on va enchaîner avec notre prochaine invitée qui est Cécile Avio, donc fondatrice de la pratique d'Andidance. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous parler donc des rencontres Andidance qui ont eu lieu donc hier, la rencontre, et aussi de la masterclass qui aura lieu le 21, donc à Petit-Bourg. Alors comment s'est déroulée cette manifestation? Alors c'était extraordinaire, un moment magique, époustouflant, beaucoup d'émotions, beaucoup de victoires. Beaucoup de danseurs. Combien de participants? On a eu à peu près une centaine de participants, une centaine de danseurs, une vingtaine de chorégraphies.
Et puis on a eu beaucoup de public, on a eu à peu près 500 jeunes d'écoles primaires et collèges. Ils ont été vraiment accueillis à bras ouverts et ils ont remporté beaucoup de prix. Alors, beaucoup d'émotions, bien évidemment. Oui. Ça a été une très belle valorisation, ça a été aussi une récompense sur des efforts qui ont été fournis, parce que c'est du travail, la danse, malgré tout. Bah oui, tout à fait. Voilà, au niveau de la coordination, l'enregistrement des places, placement dans l'espace, oui, voilà, c'est important, avec des différents repères. Mais ils ont été vraiment mis à l'honneur, c'était ce que je souhaitais. Beaucoup ont remporté des médailles d'or, des premiers prix. Et puis, on a eu en première partie la structure du foyer Mathias Forbin qui a remporté le prix du jury. Félicitations du jury. Donc là, ça a été un moment extraordinaire aussi. Et l'après-midi, le jury a voté aussi pour un premier prix. Félicitations du jury pour l'établissement Lacama avec la chorégraphie Masson Soleil de Caroline Join. Donc voilà, ça a fait vraiment beaucoup d'heureux. J'imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours qui vous a amené justement à créer cette branche spécifique donc, pour les personnes en situation de handicap? Alors en 1992, j'ai rencontré Emmanuelle Laborie via un reportage où j'ai été très sensibilisée, qui est devenue la marraine de l'association du reste, et qui faisait du théâtre auprès des sourds malentendants. Et je me suis renseignée à l'époque, voir ce qu'il existait. Il n'y avait absolument rien. Donc j'ai créé ma méthode pour faire danser les sourds malentendants. Et puis après, vous résumez 30 ans, c'est compliqué. Mais toutes les personnes en situation de handicap ont voulu danser. Donc j'ai créé cette fédération pour regrouper toutes les personnes en situation de handicap sur toute la France. En 2002, j'ai créé également cette pratique à handisport pour le développement. Donc ça a été développé en loisir. Et puis ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis après, allez, c'était parti pour ici, la Guadeloupe, terre d'accueil pour ces personnes handicapées. Donc il y a une fédération Handidance, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la fédération Handidance adaptée inclusive. D'accord. Vous avez combien de membres en fait dans cette fédération? Combien de membres? Alors nous avons à peu près 1 millier de personnes en situation de handicap. D'accord. Voilà, qui bénéficient du coup il y a du coup une formation qui a été mise en place? Oui, c'est ça. Donc depuis 2016, nous avons organisé des formations justement avec Marie-Vonne Herdan, Nicolas, qui était à mes côtés, que j'honore aujourd'hui du reste, parce qu'on a fait beaucoup de travail aussi ensemble. Et du coup, c'est vrai qu'on a développé beaucoup les formations, aussi bien pour le personnel médico-social et hospitalier que les professionnels de la danse. Donc ça s'est bien développé, ça se développe très très bien en Guadeloupe. Comment se déroule justement cette formation? Est-ce que c'est une période courte? Comment on peut participer? Alors c'est 35 heures, voilà. C'est 5 jours. 5 jours. On fait beaucoup de formations intra aussi à l'intérieur des établissements spécialisés. Et à ce moment-là, je propose de donner mon mail qui est tout simple. C'est cécile@méthode-avio, donc avio.com. Voilà, et puis on s'adapte à la demande pour toutes ces formations qui sont certifiantes et diplômantes. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices pour les personnes en situation de handicap de pratiquer l'handidance? Qu'est-ce que vous avez pu voir chez eux se révéler? Alors, les bénéfices, il y en a tellement. Oui. Ce que je dirais surtout, c'est la valorisation. Être soi, être considéré comme une personne et un danseur à part entière. Pouvoir être regardé sans différence et sans jugement. Ça leur apporte donc une belle estime d'eux, en fait. Beaucoup de confiance en eux. Et c'est aussi, quelque part, réconcilier les corps, parfois un peu détruits par la vie. Réconcilier aussi les esprits, réconcilier en fait toutes ces âmes qui souffrent, tous ces corps qui souffrent, et pouvoir s'exprimer avec le corps sans pouvoir réussir à s'exprimer avec des mots. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus magique pour eux aussi. Voilà. Et puis, j'imagine il y a la notion d'être inclusif, puisque c'est danseurs, handidanseurs et danseurs mélangés. Exactement. On accueille aussi bien les personnes autonomes, si je puis dire, parce que le mot valide, handicapé, voilà. Ouais. Mais aussi bien autonomes que non autonomes, tous ensemble pour l'inclusion. C'est vrai que c'est important pour sensibiliser et montrer qu'apparemment c'est juste des outils pour adapter cette pratique qui sont nécessaires et qui font que la valorisation est là, mais pour tout le monde.
Oui. L'handidance, est-ce que du coup, pour vous, ça devrait par exemple faire partie des Jeux Olympiques Alors, ce serait un beau rêve. Beau projet. Ce serait vraiment un beau rêve. Oui. C'est un peu compliqué quand même. Il faut beaucoup de temps encore, il faut beaucoup de travail. Mais pourquoi pas? Nous avons justement une table ronde bientôt lors de la rencontre et le concours en métropole, enfin sur l'Hexagone, du 17 au 21 juin. Nous accueillons du reste 1 millier de danseurs en situation de handicap pendant 5 jours. Et sur cette table ronde, pourquoi pas justement le proposer? Parce que c'est vrai que la danse, c'est important, c'est un art à part entière et c'est du sport également. Donc, du coup, est-ce que les représentants de la Guadeloupe qui participent à la rencontre qui aura lieu à l'Hexagone? Alors, justement, j'ai dû décerner mon coup de cœur Handidance Caraïbes, qui a été pour l'association La Cama et pour justement cette chorégraphie Masse au soleil de Caroline Join, et donc ils ont été primés et de ce fait ils vont venir à Grande-Synthe pour cette rencontre et concours national qui aura lieu quand du coup donc à Grande-Synthe, oui, il est du 17 au 21 juin. D'accord. Voilà. Et donc les projets pour l'handidance, par exemple, ce serait faire participer aux Jeux Olympiques, pourquoi pas. Et je retiens oui, ce que vous avez dit. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que vous espérez du coup pour la suite de votre pratique? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des formations régulièrement pour pouvoir sensibiliser, professionnaliser également tous les corps de métier à cette pratique handidance, que l'on soit éducateur spécialisé, infirmière, kinésithérapeute, professeur de danse, animateur, tous ont accès à cette formation qui est assez courte puisque c'est 5 jours, qui délivre un diplôme et qui va permettre justement l'adaptation de tous les mouvements pour les personnes en faveur de ces personnes en situation de handicap. Et je tenais à remercier notre sponsor et partenaire qui est la MIAG, oui, la mutuelle interprofessionnelle anti-Guyane. C'est important. Donc il y a demain encore quelque chose, une masterclass? Oui, tout à fait, une masterclass justement offerte pour toutes les personnes en situation de handicap et également autonomes, valides. L'objectif, c'est l'inclusion. Donc c'est de 10h30 à midi et de 13h30 à 15h. Tous sont bienvenus en situation de handicap ou pas à participer à cette grande masterclass. L'année dernière, il y avait à peu près une centaine aussi de participants. D'accord, donc une entrée gratuite, c'est au Palais des Sports, Laura Flessel à Petit-Bourg, gratuit, pas besoin de venir, pas besoin d'inscription. Pas besoin de réserver, voilà, les personnes viennent directement. Tout à fait. D'accord, ok. Du coup, la prochaine formation en Guadeloupe, elle aura, ou en Martinique? En novembre, voilà. Oui. Alors, en novembre, il y a 2 formations de prévues, normalement intra. En mars, peut-être aussi, l'année prochaine. Et exactement, on ouvre l'année prochaine en Martinique. C'est important, en collaboration avec Muriel Bédot, que j'ai formée, qui est professeure de danse. Bon, en tout cas, merci d'être venu et bonne continuation pour ces projets à venir et pourquoi pas les Jeux Olympiques à venir. Merci à vous, merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. On va faire notre focus du jour. Alors, si on peut l'avoir à l'écran. Alors, ZCL Gold Nostalgie, donc les frères Desjans, qui sont, donc c'est un groupe musical haïtien qui joue du compas. Ils sont connus sous le nom des frères de Pétionville, un groupe créé sous l'initiative de Lionel Desjans en 1974. Ils sortent leur premier album Haïti et au début des années 1980, ils sont à l'apogée de leur succès. Toutes les musiques des albums sont des hits, dont Bouki ak Malice avec les titres Débaqué, Arrêté demeurent les plus populaires. D'autres albums des frères Desjans ont connu un grand succès aux Antilles comme Non-Stop, First Class, Léon sous Broadway ou encore L'Univers. Tout au long de leur existence, ils ont gardé un noyau musical constitué de membres. Je ne vois pas ce qui est marqué, de la famille Desjans. Le groupe fait partie des formations qui ont le plus marqué la musique haïtienne. On va écouter un extrait ensemble. Matin levé, Amina, on peut chatouiller.
dis qu'on va faire ça, Marina, pour pas faire côté moi. Depuis maintenant levé, Marina, moi prends les cheveux moi. Moi tu aurais été tranquille ma chère, mal va arriver où? Déjà ouais que passe sous ça, suspend emmerdez-moi. Le sang m'a gagné la paix. Marina, pour pas gagner conscience. Le sang m'a gagné la paix. Depuis maintenant levé, Marina, moi vais chatouiller moi. Moi dis qu'on pas faire ça, Marina, pour pas faire côté moi. Depuis maintenant levé, Marina, moi prends les cheveux moi. Moi dis on était tranquille ma chère, mal va arriver où? Déjà ouais comme pas sous ça, suspend emmerdez-moi. Le sang m'a gagné la paix moi. Marina, pour pas gagner conscience. Le sang m'a gagné la paix, Voilà pour l'extrait. On a aussi un mot du jour, donc on va voir à l'écran. Donc ça, c'était les frères des gens, d'accord. Sang épais, passer de l'eau. Les liens de sang sont plus forts que tout. Voilà, donc c'était à l'aise pour parler créole. Oui, c'est vrai, les liens de sang sont essentiels et plus forts que tout. On va enchaîner avec nos derniers invités. On va recevoir donc Nathalie Navré, psychologue, et Dominique Audebar. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous allez nous faire un retour sur la conférence qui a eu lieu donc le 15 mars par l'association Poupari sur le stress. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu déjà de cette conférence? Combien de personnes? Où est-ce que ça s'est passé? Revenir sur justement la thématique du stress. Oui, alors c'est l'association Poupari, association loi 1901 qui fait la promotion de la santé et de la prévention, qui a organisé cette conférence. Et elle s'est déroulée à Petit Canal, à la salle de la Source de Petit Canal, et salle qui nous avait déjà reçus pour une conférence sur l'autre cerveau, celui qui est représenté par les intestins, et où il avait été question du microbiote intestinal. Cette fois-ci, nous avons préféré nous concentrer sur celui qui est considéré comme le premier cerveau, et aborder la thématique du stress. Pourquoi le choix? Parce que le stress est omniprésent. On fait souvent allusion au stress aigu et on occulte très vite, et pour cause, le stress chronique qui est celui qui est là en permanence, qui nous concerne tous dans nos sociétés modernes, j'insiste. Il n'est pas répandu de façon équitable sur la planète et nous le vivons de différentes façons sans y prendre garde. Alors, il nous tenait à cœur, compte tenu de son omniprésence, qui est notamment relevée par les formations de plus en plus importantes concernant le psycho-émotionnel, par les cabinets qui s'ouvrent de plus en plus, qui manifestement répondent à une demande. Et même si, j'insiste sur ce fait que le stress n'est pas une émotion, mais ce sont plusieurs formes, puisque nous y reviendrons peut-être dessus tout à l'heure. Il y a le stress, facteur stressant, il y a le processus, et puis il y a les manifestations que nous ressentons, qui sont trois domaines qui sont nommés par le même mot. Eh bien, nous le vivons en permanence, nous le subissons, et nous ne faisons rien pour arrêter le processus. Et nous ne savons même pas où nous en sommes. Est-ce qu'on peut définir tout simplement le stress déjà pour commencer? Parce qu'on parle beaucoup de stress, je suis stressée, mais ça veut dire quoi, être stressé? Eh bien, on peut définir ce stress sur deux niveaux. Au niveau psychologique déjà, c'est comment la personne va pouvoir s'adapter à un facteur stressant, comment elle va pouvoir faire face avec cette idée de perception. C'est comment elle va percevoir la situation qui peut lui paraître au départ intrusive, compliquée. Et ensuite, il y a qu'est-ce qu'elle va mettre en place du coup, donc les moyens qu'elle a pour faire face à cette situation. Et c'est le déséquilibre en fait entre le facteur, comment elle perçoit le stress, et puis comment elle se dit qu'elle a les ressources.
Si en fait les ressources sont basses, ben, c'est là qu'on peut parler de stress. Ça, c'est du point de vue psychologique et cognitif. Du point de vue biologique, en fait, il s'agit d'un mécanisme d'adaptation. En fait, on parle de syndrome d'adaptation. C'est comment il y a un ensemble de face à un facteur stressant, comment l'organisme va pouvoir s'adapter par un ensemble de mécanismes à une situation Justement, stressante. les manifestations du stress, du coup, ce serait le cœur qui palpite, quoi d'autre en fait comme manifestation? Ben, la sudation, la respiration, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des tremblements. Au niveau psychologique, ben, on dit souvent, on mélange des fois le stress et l'anxiété, l'angoisse, mais ce sont des manifestations. Il y a une différence du coup, comment on pourrait savoir si c'est de l'angoisse ou si c'est du stress pour quelqu'un? Comment on fait la différence entre les deux? Et bien du coup, parce qu'elle va pouvoir exprimer, parce qu'elle va pouvoir dire, mais on part du principe déjà que l'angoisse, c'est comment la personne appréhende ce qui pourrait se passer après. Donc c'est une conséquence parce que l'organisme ayant du mal à s'adapter, donc étant sous stress, ben, angoisse du coup de ce qui pourrait se passer par la suite. D'accord. Et donc là, durant cette conférence, vous allez parler des aspects neuropsychologiques et biologiques du stress. Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux aspects? Oui, nous tenait à cœur de mettre côte à côte et le psychologue et le médecin pour parler du stress chronique et de la gestion du stress chronique. Car ce que nous voulons combattre, c'est la non-gestion de ce stress chronique et le fait que, lentement mais sûrement, nous allons vers une phase d'épuisement, après une phase d'alerte où on nous dit qu'il se passe quelque chose, une phase où on s'habitue et qui est chronique, mais ça ne veut pas dire qu'on s'adapte. Bien au contraire, on n'est pas adapté et on s'épuise. Et donc, il était intéressant de voir que le médecin avait un rôle particulier à jouer, mais qu'il ne pouvait pas tout faire et qu'il n'avait ni la compétence ni la performance pour le faire et qu'il lui fallait une aide. Tout comme nous, il nous faut de l'aide en permanence pour gérer le stress et c'est aussi ce que nous voulions faire passer comme message. Nous ne sortons pas tout seuls du stress chronique. Déjà, comment faire alors? Nous y arrivons. Je réponds d'abord à votre première question. Et donc, sur le plan biologique, nous voulions faire un zoom donc, sur la biologie pour dire que c'est vraiment ce qui nous permet de nous situer. C'est la référence. Ce n'est pas notre subjectivité qui va nous dire « je ne suis pas stressé, je suis un peu stressé, j'en ai fini avec le stress, oh ça commence à venir ». Non. La biologie est là, elle est objective et elle nous permet d'avoir un repère et une référence. Elle nous permet aussi de nous savoir si ce que souvent les personnes perçoivent comme une guérison et qui n'est qu'amélioration après une prise en charge superficielle, que ce n'est pas encore ça. Et c'est la biologie qui, à la fin, pourra attester véritablement si la personne est guérie. Et à côté de cela, il y a la prise en charge de la psychologue qui, elle, n'est pas dans la bouée de sauvetage que représente le médicament, les plantes et autre chose, mais dans le traitement du vécu, de l'idée, du psychisme, et qui fait un travail formidable et qui permet de guérir la personne. Donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut quand même faire un suivi médical, enfin, pour avoir des données biologiques. Qu'est-ce qu'on va doser, du coup? Comment on fait pour savoir que ce dosage correspond à un niveau de stress? Très simplement et très brièvement, dans le stress chronique, il y a une des hormones fondamentales à suivre, c'est le cortisol. Mais on ne le dose pas n'importe comment et pas sur n'importe quelle matrice. C'est-à-dire ce n'est pas dans le sang, ni dans les urines, mais dans la salive. Et ce n'est pas un seul dosage, mais il s'agit d'un cycle du cortisol salivaire qui est suivi du matin jusqu'au soir et qui doit répondre à certaines normes qui sont propres à la personne. Donc une femme de 40 ans n'aura pas les mêmes normes qu'un jeune homme de 18 ans et qu'un monsieur de 70 ans. Et puis, il y a une cinétique, une courbe qui doit être respectée pour que l'on puisse dire que l'on est OK. D'accord. Donc, un vrai suivi à avoir, médical et après psychologique pour pouvoir avoir vraiment une prise en charge globale de ce stress. C'est ça? Complètement. En effet, on parlait tout à l'heure des ressources qu'a la personne pour faire face au stress. En fait, on l'est tous. Un exemple, tout à l'heure, pour arriver, il y avait d'énormes embouteillages. Du coup, ça nous met sous stress. Mais comment on va percevoir cette situation, percevoir qu'on a les ressources et ça ne va pas complètement nous déborder. Je ne me suis pas arrêtée à côté de la route en me disant c'est trop tard, c'est trop... Voilà. Et du coup, c'est comment on va s'adapter. Donc, on va travailler avec la personne
comment elle va retrouver de la ressource, mais on va aussi parler de d'où elle vient et qu'est-ce qui fait que cette situation-là, elle le perçoit comme pouvant, en tout cas, déborder ses propres ressources. Et c'est sur ces deux aspects qu'on va travailler, le stress perçu, mais aussi les ressources de la personne. Alors, vous avez une approche de l'intégration du cycle de vie. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est que cette approche? En effet, intégration, c'est... je prends souvent le parallèle, je dis souvent c'est comme digérer. C'est comme digérer, intégrer son histoire de vie. Et souvent, en fait, quand on a des choses compliquées dans son histoire de vie, quand on a des traumas, des choses qu'on a du mal à, qui nous restent, on va dire, assez trivialement, les gens disent mais ça me reste en travers de la gorge, du coup, ça vient diminuer nos ressources. Et du coup, l'accompagnement en ICV, c'est permettre à cette personne de comprendre que ce qui s'est passé, c'est fini, et dans l'ici et maintenant, cette personne est en sécurité. Donc du coup, on va travailler sur son histoire de vie de façon à permettre à cette personne de se dire « j'ai vécu ça, ok, mais c'est passé, c'est fini, dans l'ici et maintenant, je suis en sécurité », ce qui va lui permettre du coup de retrouver de la ressource. D'accord. Donc tous ces éléments-là, vous les avez donc partagés lors de cette conférence. Quels ont été les retours, des questionnements, les stratégies éventuelles? Ça fait beaucoup de questions, je sais. Alors, je vais commencer pour faire répondre. On va se partager les questions. Oui, effectivement, ça a été les deux zooms pour chaque partie médicale, le cycle du cortisol, psychologique, un zoom sur une nouveauté, parce que l'intégration du cycle de vie n'est pas très connue. Et ça a permis à l'association Pouparé, comme d'habitude, de proposer quelque chose de nouveau. Les retours, c'est qu'effectivement, nous avons proposé des pistes et des outils pour la détection et la gestion du stress, et puis le suivi grâce au cycle du cortisol. Et nous avons effectivement parlé de prévention, car il ne s'agit pas simplement de subir le stress, mais il faudrait peut-être aussi l'éviter pour ne pas avoir à faire tout cela. Et insister sur l'importance du dépistage, mais donc ça demande une prise de conscience et puis après un éveil de conscience. Les retours ont été extraordinaires, tant et si bien qu'ils nous ont demandé de bien vouloir faire le nécessaire pour refaire la conférence dans d'autres communes, l'enregistrer pour qu'un plus grand nombre puisse en profiter. Et là, nous sommes à la recherche de pistes et peut-être que nous allons nous adresser à Canal 10 pour nous donner un coup de main. Avec plaisir. Veux-tu rajouter quelque chose ? Oui. Alors, du coup, on est vraiment dans de la prévention personnalisée et donc d'avoir une meilleure gestion du stress. Est-ce qu'on pourrait avoir genre 3 conseils pour les gens qui nous écoutent? La première chose qui me vient, c'est soyons à l'écoute des signaux que nous envoie notre corps, que nous envoie notre système en fait. Et souvent, on voit des personnes qui arrivent à un moment où elles sont en bout de course et épuisées. Le système est déjà quasiment épuisé. Donc du coup, faire attention à ces signaux comme en ce moment j'ai des troubles du sommeil, ou en ce moment je me sens très très fatiguée ou amorphe, ou des douleurs physiques, ou au niveau digestif, etc., qui signent déjà que ce déséquilibre, on parlait du stress comme adaptation, qui signe que le corps, il a du mal à faire face, et ça, plus ça, ça tire en fait, et ça vient épuiser les ressources. Donc s'écouter, c'est la première chose. La deuxième chose... Respirer, comme tu l'as si bien dit pendant la conférence. C'est ça, respirer. Je disais que c'est l'outil qu'on a tout le temps avec nous, en fait. Et souvent, on se dit, oui, je respire, mais on respire, comme je disais à la conférence, tout petit. Et c'est comment, des fois, prendre le temps de prendre conscience de sa respiration et prendre un grand bol d'air. Et d'ailleurs, c'est un petit tips, quand on est face à une situation qui est stressante, comment pouvoir prendre le temps de reprendre son souffle et un exercice, inspirer sur 4, en 4 temps, bloquer sa respiration 7 secondes et expirer sur 8 secondes. Et des fois, ça aide le système à revenir à la normale. Et là, j'allais dire, et troisième chose, faisons-nous. Je voulais dire peut-être le troisième. Oui, j'allais rajouter un petit troisièmement, effectivement, s'écouter, respirer, et puis gagner en humilité. Gagner en humilité, ça nous manque beaucoup, c'est ainsi, mais l'humilité nous permettra d'aller chercher de l'aide et de l'obtenir, parce qu'il est clair, et soyons clairs là-dessus, que non, on ne s'en sort pas seul. On a l'impression d'aller mieux, peut-être là en bas de l'eau, nous en bas de l'eau, nous commander, nous caréler, en moins,
le thérapeute ou nous-mêmes, nous arrivons à sortir de l'eau, mais nous nous sommes éloignés de la berge. Pour retourner à la berge, il y a encore un travail plus long à faire. Et ça, nous ne parvenons pas à le faire et nous confondons souvent amélioration et guérison. Donc vraiment ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide à la fois psychologue et peut-être d'autres pratiques de bien-être. La danse en fait partie, notamment pour revenir dans son corps et dans l'instant présent. En tout cas, merci et si vous faites une deuxième rencontre, n'hésitez pas à revenir sur le plateau pour nous en parler. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra participer. Merci à vous. Merci à vous. Merci. On va conclure notre émission donc aujourd'hui. On a reçu donc plusieurs invités. On a eu Monsieur Jean-François Marc d'Orville, docteur en mécanique des fluides, et Eden Anmonra. Ils nous ont parlé des célébrations de l'équinoxe et de la resacralisation de Mandlo, avec une rencontre qui aura lieu autour d'une table ronde et aussi de manifestations ce week-end, donc à la fois sur Pointe-à-Pitre et sur Saint-Claude. On a eu aussi Monsieur Jean-Pierre Parfait, il nous a parlé de la journée de l'accession à la propriété qui aura lieu le 22 mars à Moule, donc dans le cadre de l'ADIL, organisé par l'ADIL. On a reçu donc Cécile Avio avec l'Andidance, et donc vous avez la possibilité demain 21 mars de venir à cette masterclass qui est organisée à la salle Laura Flessel. Donc elle nous a parlé des rencontres Andidance qui ont eu lieu hier, voilà, et avec Madame Nathalie Navré, psychologue, et Dominique Audebar, on vient de parler de cette conférence sur le stress qui a eu lieu le 15 mars, donc par l'association Pou Paris, et sûrement de sa deuxième édition à venir. Voilà pour les invités au niveau des titres. On a évoqué l'arrivée de la ministre en charge des collectivités territoriales qui a pu échanger avec Monsieur Guy Losbar. Il était aussi question des journées de l'innovation au lycée Bainbridge, donc, qui a eu lieu aujourd'hui, un village autour de l'innovation pour nos élèves. Avec la SICOA, on a parlé des nouveaux marchés pour le BTP, et il était aussi question de la crise de la canne, avec cette mobilisation qui est toujours en cours et les planteurs qui ne lâchent rien. Donc voilà pour l'actualité. À la réalisation, c'était Yann. On va revenir demain ensemble dans le ZCL. Je vous souhaite un bon appétit et prenez soin de vous. Bon appétit et bonne journée.